Aussi emblématique et passionnant qu'ils puissent paraître, certains des finishers les plus légendaires de la WWE n'étaient même pas censés exister. Cela peut paraître incroyable, mais certains de ces coups ont été créés à la suite de coups ratés qui semblaient trop beaux pour être ignorés, d'ajustements de dernière minute ou d'autres coïncidences. Quels sont les finishes emblématiques de la WWE qui entrent dans cette catégorie? Restez avec nous dans cette vidéo pour découvrir les finishers de la WWE qui ont été créés par accident. Commençons par l'un des finishers les plus brutaux, les plus époustouflants et les plus terrifiants de l'histoire du catch. Le Tiger Driver. Ce mouvement n'est pas seulement un puissant slam ou une prise à fort impact. C'est le genre de mouvement qui fait que tout le monde dans l'arène se demande s'il vient de voir la carrière de quelqu'un se terminer en temps réel. C'est une chose de voir un catcheur faire une chute brutale. C'en est une autre de le voir tomber directement sur la tête comme s'il venait de perdre une dispute avec la gravité. Et le plus fou, ce n'était même pas censé se produire. Mitsuharu Misawa n'essayait pas d'inventer l'un des films les plus terrifiants de l'histoire. Il essayait simplement de réaliser une double underhook powerbomb, un mouvement qui se termine généralement par l'atterrissage de l'adversaire sur le dos ou les épaules, absorbant l'impact d'une manière relativement sûre. Mais quelque chose a mal tourné, ou bien selon le point de vue que l'on adopte. Au lieu de terminer le mouvement comme prévu, l'adversaire de Misawa est tombé à un angle beaucoup plus prononcé que prévu, la tête et le cou en premier, sans presque aucun moyen de se préparer à l'impact. C'était un accident, mais c'était le genre d'accident qui rendait le coup 10 fois plus dévastateur qu'il ne l'était déjà. Plutôt que de le mettre au rebut, Misawa y a vu une opportunité. Il s'est rendu compte que cette nouvelle variante plus brutale du coup donnait à ses adversaires l'impression d'être des guerriers absolus pour y avoir survécu, ou, s'ils n'y avaient pas survécu, l'impression qu'ils venaient d'être complètement détruits. C'est ainsi qu'est né le Tiger Driver. Il est amusant de constater que le mécanisme du Tiger Driver est en fait assez simple. Le catcheur soulève son adversaire dans les airs, accroche ses deux bras derrière lui et, au lieu de le laisser tomber sur le dos, l'envoie s'écraser sur sa tête et son cou. Vous savez, la catch décontractée du vendredi soir. L'absence de rotation complète signifie que la victime n'a pas eu le temps de rouler ou de se préparer à l'impact. C'était juste bam, la tête rencontre le tapis. Misawa lui-même n'a pas abusé de ce mouvement. Il le réservait pour les grands moments, ceux qui faisaient perdre la tête à la foule, et donnait à ses adversaires l'image de guerrier pour y avoir survécu. Vous saviez que si quelqu'un se prenait un Tiger Driver, c'est qu'il était soit une menace de premier plan, soit sur le point de passer la nuit à se mettre de la glace dans le cou. Aujourd'hui, plus aucun catcheur n'utilise ce mouvement. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est parce que la WWE a mis en place ce qu'on appelle un protocole de commotion cérébrale. Les mouvements de ce type sont pratiquement interdits dans les grandes promotions car, soyons honnêtes, jeter quelqu'un sur la tête est généralement mal vu sur le lieu de travail. Même l'AEW et la NJPW, qui autorisent des infractions plus risquées, n'utilisent pas souvent ce mouvement parce qu'il est trop dangereux. Le Tiger Driver original était déjà très dangereux, mais au fil du temps, des variantes sont apparues qui l'ont rendu encore plus effrayant. Au début, les catcheurs atterrissaient sur leurs épaules, ce qui était toujours mauvais, mais pas tant que ça. Ensuite, le mouvement a évolué pour forcer tout l'impact sur la tête et le cou. À ce moment-là, même les catcheurs ont commencé à se dire que c'était peut-être une mauvaise idée. C'est alors qu'est arrivé Will Ospreay, qui a décidé de faire tomber Kenny Omega avec un Tiger Driver lors du AEW XNGPW Forbidden Door 2. Le monde du catch s'est immédiatement enflammé d'inquiétude, de débats et d'un grand nombre de tweets. Kenny va-t-il bien? Ce mouvement a fait parler tout le monde, car qu'on l'aime ou qu'on le craigne, le Tiger Driver est l'une des manœuvres les plus folles et les plus risquées de l'histoire du catch. Mais si vous pensez que c'est la seule prise qui a laissé une trace durable, vous vous trompez. Contrairement au Tiger Driver, il n'a pas été interdit. Mais de nos jours, peu de catcheurs sont prêts à risquer leur carrière pour l'utiliser. Et quand vous connaîtrez son histoire, vous comprendrez pourquoi. Et qui, soyons réalistes, fait probablement très mal. Les catcheurs sautent de la corde supérieure, les bras écartés, avant de s'écraser la tête la première sur leur adversaire. C'est aussi téméraire que cela en a l'air, et l'histoire a prouvé que les risques l'emportent
largement sur les récompenses. De grands noms comme The Dynamite Kid, Chris Benoit et Daniel Bryan ont tous rendu ce mouvement célèbre. Mais l'homme qui l'a créé, un homme qui, ironiquement, a passé la majeure partie de sa carrière à garder les deux pieds sur le tapis, le légendaire Harley Race. Et, tout comme certains des mouvements les plus emblématiques du catch, le diving headbutt a été créé par pur hasard. Harley Race n'était pas connu pour ses attaques de haut vol. C'était un bagarreur sans état d'âme qui frappait fort et restait généralement au sol. Mais une nuit fatidique, il décida de changer les choses. Race grimpe sur la corde supérieure avec l'intention d'effectuer un splash basique, un mouvement dans lequel le catcheur atterrit la poitrine la première sur son adversaire. Ça a l'air facile, non? Eh bien, quelque chose ne s'est pas passé. Au lieu d'atterrir à plat comme il l'avait prévu, la tête de Race s'est écrasée directement sur le corps de son adversaire. Le public s'est régalé et Race, réalisant qu'il était tombé sur quelque chose d'unique, a décidé de le garder dans son arsenal. C'est ainsi qu'est né le diving headbutt. Au début, ce n'était qu'un autre coup percutant, qui donnait au catcheur l'air cool de l'exécuter ou de le porter. Mais Harley s'est vite rendu compte qu'il causait de réels dégâts. Au fil du temps, il a commencé à souffrir de problèmes au niveau du cou et de la colonne vertébrale, et comme les blessures s'accumulaient, il a fini par retirer le coup de son répertoire. Malheureusement, d'autres l'ont poussé encore plus loin. Le Dynamite Kid a vu son potentiel et l'a transformé en quelque chose d'encore plus risqué. Contrairement à Race, qui tombait directement, Dynamite ajoutait de l'altitude et de la distance, s'élançant à travers le ring comme un missile humain. Son coup de tête en forme de plongeon de cygne était visuellement stupéfiant, mais cela signifiait également qu'il prenait l'impact total sur sa propre tête et son cou à chaque fois. Au début, les fans ont été intrigués par ses qualités athlétiques et son approche intrépide, mais au fil du temps, l'usure l'a rattrapé. Des années de matchs acharnés, une consommation importante de drogue et un refus de ralentir ont laissé son corps en ruine. En 1997, il perd l'usage de sa jambe gauche et passe le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Même Harley Race regrette profondément d'avoir inventé le mouvement. Il pensait qu'il avait joué un rôle majeur dans les blessures qui avaient mis fin à la carrière de Dynamite. Et il n'avait pas tort. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. Si le Dynamite Kid a porté le diving headbutt à un autre niveau, Chris Benoit l'a rendu célèbre dans le monde entier. Benoit, fan de toujours de Dynamite, a tout imité de son héros, son physique, son style de catch et bien sûr, ses coups emblématiques. Et cela inclut bien sûr le diving headbutt. Benoit ne s'est pas contenté d'utiliser ce mouvement. Il l'a poussé jusqu'à ses limites absolues. Il sautait des cages, s'élançait à des hauteurs ridicules et donnait des coups de tête avec une telle force que son propre crâne le détestait probablement pour cela. L'un des exemples les plus tristement célèbres est celui où il a plongé d'une cage d'acier de 16 pieds sur Kurt Angle, un moment qui semblait incroyable, mais qui a certainement causé un traumatisme cérébral grave. Après le tragique et horrible double meurtre-suicide de Benoit en 2007, son autopsie a révélé que son cerveau ressemblait à celui d'un patient de 85 ans atteint de la maladie d'Alzheimer. Les dommages qu'il avait subis pendant des années à cause des commotions cérébrales et des chocs tête la première étaient stupéfiants. Le diving headbutt n'était pas la seule cause de ces lésions cérébrales, mais il n'a certainement pas aidé. Après la mort de Benoit, le diving headbutt a lentement commencé à disparaître de la catch traditionnelle. La WWE, désormais beaucoup plus sensibilisée aux commotions cérébrales et à l'encéphalopathie spongiforme transmissible, ETP, a découragé son utilisation. Si les catcheurs n'utilisent plus aussi souvent le diving headbutt de nos jours, un mouvement qui a résisté à l'épreuve du temps est la powerbomb. Il y a quelque chose de particulier dans le fait de voir un catcheur porté sur les épaules de son adversaire, avant d'être projeté avec suffisamment de force pour faire trembler le ring, qui fait grimacer les fans et les fait applaudir en même temps. Au fil des ans, ce mouvement est devenu un élément de base de la finition de certains des plus grands noms de l'industrie. L'Undertaker, Vader, Batista, Kane, Gunther, Scott Hall, Wardlow, Kevin Owens, Jushin Liger, Claudio Castagnoli, Toshiaki Kawada, Sheamus, Ultimo Dragon, Mike Awesome, Sid Vicious, Keith Lee, et la liste est encore longue. De la Jackknife Powerbomb de Diesel à la Buckle Bomb de Seth Rollins, les variantes de ce mouvement ont évolué pour s'adapter à différents styles, mais l'idée reste la même, les soulever,
les envoyer au sol et laisser la gravité faire le reste. Bien avant qu'elle ne devienne le mouvement préféré des géants et des puissants, la powerbomb n'était qu'un accident maladroit survenu lors d'un match de catch dans les années 1930 à Saint-Louis, dans le Missouri. Le responsable était Lou Thesz, un véritable pionnier de ce sport et l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. À l'époque, le pile driver était très populaire et Thesz a tenté d'en exécuter un sur son adversaire, Antonino Rocca. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Rocca n'a pas placé sa tête correctement, ce qui a empêché Thesz de le faire tomber en toute sécurité. Plutôt que de risquer une mauvaise blessure, Thesz a fait ce que tout catcheur intelligent ferait. Il a improvisé. Au lieu d'exécuter le pile driver, Thesz s'est accroché au corps de Rocca et l'a doucement guidé vers le sol. Il s'ensuivit un slam involontaire mais brutal, les jambes en l'air, la colonne vertébrale frappant le tapis de plein fouet. La foule est en délire, n'ayant probablement jamais rien vu de tel auparavant. Et c'est ainsi que fut inventé l'un des meilleurs finishers. Bien sûr, Thesz ne se doutait pas que sa décision en une fraction de seconde ouvrirait la voie à l'un des finishers les plus emblématiques du catch. Au cours des décennies qui ont suivi, le mouvement a évolué, les catcheurs y ajoutant des pirouettes, des rotations et des combinaisons de coincements, le rendant encore plus spectaculaire. Finalement, il est devenu la carte de visite de certains des meilleurs catcheurs de l'histoire. Vader, Psycho Sid, Diesel, Batista et même d'innombrables catcheurs indépendants l'ont intégré à leur arsenal. De l'écrasante variante assise à l'explosif Last Ride, chaque génération a ajouté sa propre touche à l'héritage de la powerbomb. De nos jours, la powerbomb n'est plus un finisher. Avec le rythme effréné et l'impact important du style actuel, les fausses finitions et les chutes évitées de justesse sont monnaie courante, et les mouvements qui étaient autrefois des finisseurs de match ne sont plus qu'une partie de l'action. Pourtant, l'héritage de la powerbomb est indéniable. Elle reste l'une des manœuvres les plus visuellement impressionnantes du catch, une prise qui exige le respect et qui a mis au tapis certains des plus grands noms de la profession. Et quand on pense que tout a commencé parce que Lou Thesz voulait simplement éviter un pile driver raté. Prochaine étape de notre liste de finitions réalisées par erreur, le Claymore Kick. Vous le savez peut-être, mais le Claymore Kick dévastateur de Drew McIntyre était dû à un dysfonctionnement de sa garde-robe. En effet, le pantalon de cuir ridiculement serré qu'il portait dans 3MB a involontairement contribué à créer l'un des finishers les plus percutants de la WWE. Drew n'avait pas prévu que la Claymore aurait l'aspect qu'elle a aujourd'hui. C'était un accident causé par un équipement de Rockstar très restrictif. Revenez au 25 mars 2013, lors d'un épisode de Raw. McIntyre affrontait le monstrueux Ryback et, à un moment donné, il s'était lancé vers l'avant, prévoyant d'envoyer une grosse botte standard à la tête de son adversaire. Mais voici le coup de théâtre. Alors que Drew lançait sa botte pour l'impact, son autre jambe refusait de rester plantée. Son pantalon de cuir serré ne le lui permettait tout simplement pas. Au lieu de cela, sa jambe arrière a été projetée en l'air, l'envoyant s'écraser sur le tapis, les jambes écartées. À ce moment-là, ce qui était censé être un big boot de routine a soudain pris l'allure d'une boule de destruction tirée par un missile. McIntyre a immédiatement remarqué la réaction de la foule, qui a adoré. Même si le mouvement était un accident total, il semblait dangereux, et c'était toute la motivation dont il avait besoin pour le transformer en quelque chose de spécial. Il y avait cependant un petit problème. Drew s'était assommé en atterrissant. Complètement hébété, il s'est maladroitement accroché à Ryback avant de se rendre compte qu'il devait sortir du match. Il s'est fait sortir, se demandant probablement ce qui venait de se passer. Mais aussi douloureux que cela ait été, la Claymore accidentelle était là pour rester. Au fil du temps, McIntyre a perfectionné le mouvement, en veillant à ce que l'impact se fasse sur ses adversaires et non sur son propre crâne. Aujourd'hui, le Claymore Kick est l'un des finishers les plus électrisants de la WWE, et ce grâce à un dysfonctionnement de la garde-robe qui a forcé un futur champion du monde à improviser. Et ce n'est pas fini. En fait, nous allons maintenant vous présenter quelques-uns des mouvements les plus emblématiques de toute l'industrie du catch, comme le DDT. Le DDT est l'une de ces manœuvres qui, à son apogée, signifiait une victoire instantanée, sans coup de pied, sans fausse finition, juste un coup d'éclat. Mais voici le clou du spectacle. Jake Roberts n'a pas vraiment inventé cette prise. Le mérite en revient à Black Gordman, un catcheur mexicain qui utilisait fréquemment le DDT dès les années 1970
précédant de plusieurs années la version de Roberts. Alors pourquoi le nom de Jake est-il à jamais associé au DDT? Tout simplement parce qu'il en a fait un finisher mortel et qu'il l'a rendu célèbre. Les années 1980 n'étaient pas vraiment synonymes de coups de poing compliqués. Les stars les plus populaires de l'époque s'appuyaient sur des finishers simples, sûrs et parfois peu convaincants. Le leg drop de Hulk Hogan, l'avalanche de King Kong Bundy et le power slam de Junkyard Dog étaient simples, efficaces et faciles à reproduire soir après soir. Puis vint le DDT de Jake, qui changea la donne. Contrairement aux autres mouvements de l'époque, le DDT était soudain, violent et complètement inéluctable. Jake l'évoquait souvent tout au long du match, mais s'il le réussissait, c'était fini. Personne n'était expulsé. L'impact était si convaincant que Roberts avait le temps de sortir son fameux piton, de le draper sur son adversaire inconscient et de laisser la peur l'envahir. Mais la vraie beauté de ce mouvement, il n'était pas censé se produire en premier lieu. L'homme qui, sans le savoir, a contribué à créer le plus célèbre finisher des années 80 était The Grappler, un adversaire par ailleurs banal qui a bénéficié d'un moment de génie inattendu. Au cours d'un match, Roberts avait placé le Grappler dans une clé de tête standard lorsqu'il a glissé en passant à un autre mouvement. En un instant, la tête du Grappler s'est écrasée sur le tapis et Jake a immédiatement réalisé qu'il était tombé sur quelque chose de spécial. L'impact brutal, la vitesse, le caractère définitif de l'action, tout semblait parfait. À partir de ce moment-là, le DDT n'était plus un mouvement comme les autres. C'était le coup par excellence. La réputation du DDT grandit en même temps que la popularité de Jake. Même en tant que heel, les fans ne pouvaient s'empêcher de chanter pour ce mouvement, obligeant la WWE à le transformer en babyface pour répondre à la demande. À la fin des années 80, d'autres catcheurs ont commencé à ajouter leurs propres pirouettes au DDT. Arn Anderson, Michael Hayes et Dusty Rhodes ont tous incorporé des versions du mouvement, mais aucun n'a égalé le venin de l'exécution de Roberts. Au fil du temps, le DDT a évolué. Mick Foley l'a transformé en un DDT à double bras sous le crochet pour plus de contrôle. The Rock l'a accéléré et a même introduit une version flottante depuis les cordes. Gangrel et Edge ont introduit l'impalaire DDT, qui implique un mouvement de saut pour plus d'impact. The Miz l'a modifié en l'appliquant à un adversaire agenouillé pour plus de couple. Randy Orton a créé le Elevated DDT, suspendant ses adversaires à la corde du milieu avant de les enfoncer tête la première dans le tapis, un mouvement qui est devenu un élément déterminant de son caractère sadique. Si le DDT était autrefois l'arme ultime pour terminer un match, le catch moderne l'a édulcoré. De nos jours, seule une poignée de catcheurs l'utilisent comme un véritable finisher, notamment Jon Moxley, dont la version est presque identique au Double Arm DDT de Mick Foley. Mais si la chute de la gloire du DDT prouve quelque chose, c'est qu'un finisher n'a pas toujours besoin d'être brutal pour être emblématique. Il suffit de regarder le People's Elbow, un mouvement si théâtral qu'il n'aurait pas dû fonctionner. Et pourtant, il est devenu l'un des finishers les plus électrisants de l'histoire de la WWE. Le People's Elbow est dramatique, c'est ridicule, c'est complètement inutile. Et pourtant, lorsque The Rock s'est tenu au-dessus d'un adversaire tombé, a enlevé sa coudière, a traversé le ring et a finalement lâché un coup de coude qui ressemblait plus à un mouvement de danse qu'à une véritable attaque, les gens ont perdu la tête. Le People's Elbow n'était au départ rien de plus qu'une blague entre catcheurs, et sans une tentative particulière de faire rire l'Undertaker, nous ne l'aurions peut-être jamais revu. À l'époque où The Rock était encore un débutant sous le nom de Rocky Maivia, il avait un mouvement caractéristique différent, le Running Shoulder Breaker. Il ne s'agissait pas d'un mouvement tape à l'œil, mais d'un coup légitimement douloureux qui avait pour effet de briser des épaules. Non, sérieusement. Le shoulder breaker existait depuis des décennies et, dans les bonnes mains, il était connu pour mettre les gens hors d'état de nuire. Au début de l'année 1997, les chants « D, Rocky D » ont commencé et son coup de grâce original ne mettait pas vraiment le feu aux poudres. Un an plus tard, The Rock s'est complètement réinventé, s'associant à The Nation of Domination et s'appuyant sur l'arrogance, les propos racoleurs et le charisme qui allaient bientôt faire de lui l'homme le plus électrisant du monde du sport. Lors d'un match à domicile en 1998, The Rock et ses amis ont décidé de voir s'ils pouvaient faire sortir l'Undertaker de son personnage. Si vous avez suivi le catch pendant un certain temps, vous savez que ce n'est pas une mince affaire.
Le Taker est un homme d'affaires, surtout à l'époque. Et cela fait des années que les gars essaient, sans succès, de le faire sourire en direct à la télévision. Alors, The Rock, toujours aussi divertissant, a élaboré un plan. Il a mis son adversaire à terre, a marqué une pause, puis a spectaculairement retiré sa coudière et l'a jetée dans la foule. Ensuite, avec tout le sens du spectacle d'un magicien, il a agité ses bras, rebondi sur une paire de cordes, enjambé son adversaire, rebondi sur l'autre paire de cordes et, après ce qui lui a semblé être une éternité, et le public a réagi de façon très enthousiaste. Le People's Elbow n'était qu'une blague interne, mais les fans ont commencé à l'applaudir à chaque fois. Peu importe que ce mouvement ne soit au fond qu'une descente de coude, c'est la mise en scène qui le rendait spécial. Au fur et à mesure que la popularité de The Rock grandissait, il avait besoin de quelque chose de plus grand qu'un shoulder breaker, quelque chose qui corresponde à sa personnalité, quelque chose d'amusant. Et quoi de mieux qu'un mouvement que le public avait déjà adopté comme le sien? C'est ainsi que le People's Elbow est officiellement devenu son coup de grâce, pour le plus grand plaisir des fans de catch du monde entier. Cela n'avait aucun sens, c'était ridicule. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il est devenu emblématique. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, il reste l'un des finishers les plus appréciés de l'histoire. Pour terminer notre liste, jetons un coup d'œil au South of Heaven Chokeslam. Pour les fans de catch, vous avez probablement vu un géant lancer une pauvre âme en l'air avant de l'envoyer s'écraser avec suffisamment de force pour ébranler ses ancêtres. L'Undertaker l'a fait, Kane l'a fait, Big Show l'a fait. Aujourd'hui, Damian Priest a repris ce classique et lui a donné sa propre tournure diabolique avec le South of Heaven Chokeslam, un mouvement aussi brutal qu'il en a l'air. À l'époque où Damian Priest s'entraînait encore à la légendaire Monster Factory, Jim Molino, un arbitre de la ECW devenu entraîneur, qui lui a suggéré d'essayer le chokeslam. C'était a perdu l'équilibre et est tombé sur le dos. Mais au lieu de se dire que c'était un coup raté, il a eu une illumination. Et s'il avait fait exprès de faire le chokeslam comme ça, la version assise lui donnait un tout nouveau niveau d'impact, ce qui le rendait encore pire. Molino l'a vu et a immédiatement compris qu'ils étaient sur la bonne voie. Tout bon coup de poing final a besoin d'un grand nom. Priest, fan de heavy metal depuis toujours, n'a pas eu à réfléchir trop longtemps. L'un des groupes de métal les plus légendaires de tous les temps, Slayer, a eu un album intitulé South of Heaven, et c'est ainsi que Priest a trouvé le nom parfait pour son sinistre sit-out, Chokeslam. Un coup qui a l'air d'envoyer les gens directement dans les profondeurs et qui a une référence au métal, la perfection. Mais ce n'est pas parce que le mouvement a l'air cool qu'il est facile à exécuter. Priest a admis que si South of Heaven fonctionne sur à peu près tout le monde, certains adversaires le rendent encore plus méchant. Il aime l'exécuter sur des catcheurs plus petits et plus agiles, comme Will Ospreay, qu'il peut pratiquement lancer dans le mouvement, donnant l'impression qu'il le projette directement dans la dimension suivante. Et puis il y a des gars comme Jay White, qui n'ont pas l'air massifs à première vue, mais qui sont faussement épais. Selon Priest, soulever White n'a pas été facile, mais quand il l'a fait, c'était parfait. En fin de compte, South of Heaven n'est pas un simple mouvement, c'est une expérience. Il a une grande histoire, un nom inspiré du métal et beaucoup d'impact. De plus, le fait qu'il soit né d'une erreur le rend encore plus cool. Parfois, les meilleures choses dans le catch arrivent par accident. Et le chokeslam dévastateur de Damian Priest en est la preuve. Voilà, c'est fait. Les finishers de la WWE qui ont été créés par accident. Que pensez-vous de ces finitions? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.